Nous sommes dans la rubrique l'analyse. Bien sûr, Oumar Deandjou est déjà sur ce plateau. Oumar Deandjou, bonjour. Bonjour Arthur Wendo. Bonjour aux téléspectateurs et auditeurs également de Diaspora FM qui nous suivent. Alors Oumar et la petite famille, j'espère que ça va. Ben écoutez, ça va très bien. C'est les coups de vacances, les enfants vont à l'école le matin. Nous on est ici. Et c'est la routine. Voilà, la routine. On est déjà habitué. Voilà, on est habitué. Ça va reprendre petit à petit. Alors en attendant que Roland Tonekes ne nous rejoigne par ici, nous allons déjà démarrer. Le Bénin suspend l'importation, la distribution et la consommation du concentré de tomates Tastitum. Les confrères l'ont suffisamment relayé dans leur parution du jour. Quelle est votre appréciation, Oumar Deandjou? Oui, mon appréciation, je veux dire, est très bonne par rapport à cette décision-là des autorités. Je crois que la lettre est venue du Ghana. Voilà, tout à fait. C'est là-bas qu'on a constaté, donc, je veux dire, des irrégularités ou des dysfonctionnements, dans la composition, je veux dire, de ce produit-là. Et donc, dès que la lettre a été donc donnée par les autorités ghanéennes, du coup, c'est l'instance de contrôle de qualité au niveau du Ghana qui a tiré donc la sonnette, et tout le monde tout de suite s'est appris qu'il fallait, il fallait donc réagir. C'est une tomate que presque tout le monde a vue dans son foyer. Et que vous avez déjà peut-être consommé et que moi-même j'ai peut-être déjà consommé. C'est sans aucun doute. Mais que ce soit à la maison, que ce soit dans la rue, les bonnes dames qui vendent, on a forcément consommé ça. Mais Oumar, ce qui me fait mal, mais pourquoi c'est aujourd'hui que l'on constate que ce produit n'est pas dans les règles, pourrait être impropre, n'est pas accepté, n'est pas impropre. Oui, parce que la consommation. On voyait quand même ce produit sur le marché depuis un certain depuis des années, ce produit est sur le marché. Mais vous savez, pour qu'on puisse savoir qu'un produit est contrefait ou bien, je ne sais pas moi, mal fait et il n'est pas de bonne qualité. Mais là, il y a un problème qui se pose. Il y a un problème qui se pose. Oui, il y a un problème qui se pose parce qu'on l'a constaté, ce problème-là. Si on ne l'avait pas constaté, si personne ne l'avait constaté, rassurez-vous, on serait toujours en train de le constat est venu un peu de façon tardive. On ne sait pas ce qui a poussé d'abord au constat. Plusieurs sont déjà peut-être partis à cause de ça. Plusieurs ont déjà peut-être été confrontés à... Peut-être aussi que dans ce qui se faisait avant, enfin, dans la composition du produit au départ, jusque-là, n'avait pas de problème. C'est-à-dire dans sa composition, dans la qualité du produit, il n'y avait pas de problème. Donc c'est pour les consommateurs. Peut-être que c'est maintenant, maintenant que les autorités ghanéennes ont tiré la sonnette d'alarme, que voilà, on a constaté, voilà. Peut-être aussi qu'on n'avait jamais fait donc ce contrôle-là par rapport à ce produit-là. Votre bémol est juste, mais seulement qu'on ne peut pas suppiter comme ça. Mais moi, je pense que ça a été constaté. Oui, c'est nous qui subissons. Et je dis toujours, il se peut que jusque-là, c'était plutôt bien et qu'il n'y avait pas de problème. Et que c'est maintenant que peut-être, il y a eu peut-être, je ne sais pas moi, une erreur dans la préparation du produit ou bien de la négligence et que les autorités, en vérifiant régulièrement au Ghana, ont constaté que, attention, ce n'est plus la bonne composition, ce n'est plus bon pour l'être humain de consommer donc cette tomate-là, si elle est donc de qualité douteuse. Et donc, ils ont tiré la sonnette d'alarme. Et moi, je suis complètement d'accord avec ça. Il faut donc une vigilance régulière. Et c'est là où je dis justement que votre bémol est juste. Parce que rien n'est sûr que tous les produits que nous avons aujourd'hui sur le marché, qui sont donc dans des boîtes de conserve, sont forcément de bonne qualité, sont forcément bien pour notre consommation. Parce que on ne sent pas le contrôle de qualité. Voilà, l'aspect contrôle de qualité chez nous, pour les produits alimentaires, je me dis qu'on est encore peut-être à l'étape rudimentaire chez nous, comparé à ce qui se fait dans les plus grands pays. Voilà, comparé à ce qui se fait dans les plus grands pays. Donc, c'est des situations qui, normalement, doivent nous éveiller, doivent éveiller nos autorités et leur faire comprendre que le contrôle de qualité, c'est essentiel. Pour un produit qui est sur le marché depuis tout ce temps, et aujourd'hui, on constate qu'il y a un petit souci, donc il faut le retirer. Oui, on interpelle les autorités, notamment l'agence qui est chargée de contrôler la qualité des produits alimentaires. C'est essentiel, parce que ça, c'est de l'ordre de la santé publique. C'est-à-dire que s'il y a un souci avec ce genre de produit, c'est des gens qui vont en partir, mais de manière massive. Et c'est ça qui est dangereux dans cette affaire-là. Et c'est là où nous devons être très vigilants, que ce soit nous-mêmes,
nous-mêmes, consommateurs, parce que, écoutez, les tomates fraîches, qu'est-ce que ça nous coûte d'aller consommer des tomates fraîches? Mais bon, malheureusement... Mais certains ont déjà pris l'habitude de ne même pas consommer ces produits, oui, ces tomates. Et c'est ceux-là qui vont boire du petit lait ce matin, qui vont se dire, on leur dit tout le temps, arrêtez de bouffer du n'importe quoi, des choses conservées, avec voilà. Et vous continuez à bouffer. Voilà maintenant ce que je disais. Vous adorez les boîtes de conserve? Non, je ne vais pas dire que j'adore les boîtes de conserve. Quelquefois, on est bien obligé d'en manger. Quand tu manges, on ne mange pas tout le temps chez nous. Vous connaissez notre agenda. Comment est-ce que ça se passe? On ne mange pas tout le temps à la maison. On est obligé d'aller voilà. On est obligé quelquefois voilà, au bord de la voie, de temps en temps. Même quand tu prends un sandwich au bord de la voie, tu es sûr. Tu es déjà exposé. Voilà, tu es déjà exposé. Donc on est sûr. Même à la maison, quelquefois, pour des mets rapides, il y a des boîtes de conserve qui rentrent aussi en ligne de compte. On ne peut pas les écarter complètement. Ça fait partie aujourd'hui de nos vies. Mais ce que je dois dire, c'est que nos autorités, notamment l'agence qui se charge du contrôle de qualité, doit vraiment faire très attention, vérifier régulièrement ces choses-là. Il ne faudrait pas laisser de la négligence. Sinon, c'est de manière massive que les gens vont partir. C'est de manière massive que les gens vont tomber donc, dans des risques mais incroyables. Parce que c'est ce qu'on mange, c'est extrêmement dangereux. Il faut faire très attention. Voilà, c'est des situations qui doivent nous éveiller, comme j'ai dit. Parfait. Laurent Roland Tonekes, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs internet, auditeurs. Bonjour Oumar Diandjo. Bonjour. Alors, Roland, nous étions en train de parler de ce dossier très sensible, le Bénin qui suspend l'importation, la distribution et la consommation du concentré de tomates. Tasti, Tom, vous l'avez vu, nos confrères l'ont relayé suffisamment dans leur parution du jour. Votre appréciation, Laurent? Si le Ghana n'avait pas suspendu, est-ce que le Bénin allait rentrer dans la danse? C'est la question qu'il faut se poser. Sur quelle base aujourd'hui le Bénin interdit? C'est parce que le Ghana a interdit, le Togo est rentré dans la danse, que le Bénin juge utile d'interdit. Je le dis pour mettre les cadres face à leurs responsabilités, pour la survie des populations, parce qu'en réalité, on doit pouvoir faire l'effort de contrôler tout produit qui rentre sur le territoire national. Vous voyez, le Ghana a fait l'effort de constater que ce produit est dangereux et toxique après la dissolution. Le Togo a suivi et évidemment le Bénin qui suit. Donc c'est pour vous dire que si entre-temps les autres n'avaient pas compris de l'autre côté, on allait continuer à manger tout simplement. Nous en rafalons, pardon. Non, mais écoutez, certains sont catégoriquement contre je sais très bien que parfois quand vous finissez l'émission, vous allez à Kosoukou et du côté d'Agoma pour manger du atassi ou bien du banzou avec du riz. Je le sais. C'est pas faux. Je sais que la friture de votre information, je le dis publiquement, et je sais que la friture que nous aimons si tant, c'est à base de tomates en boîte. Et donc, oui, évidemment, moi je ne vais pas cacher. J'aime le atassi, d'accord? Et j'aime manger ça avec de la friture. Et quand c'est de la friture, j'aime même pas la sauce. Donc, évidemment, nous tous, nous sommes exposés. Nous sommes exposés. Et donc, de ce point de vue, j'estime véritablement que les autorités doivent prendre leur responsabilité. Parce que c'est quand même... Hier, j'en ai parlé, je le redis ce matin. Aucun produit ne va sur le territoire ghanéen si vous n'avez pas la certification du pays. Ce n'est pas possible. Et dès lors que vous avez la certification, il y a le logo qui met automatiquement sur le produit. Et ça montre que c'est un produit certifié et accepté pour la consommation. Ici au Bénin, là, on a parlé de Dana par le passé. Où en sommes-nous avec la Dana aujourd'hui? Il y a une nouvelle agence, c'est quoi? Oui, il y a l'ANM, je ne sais quoi, beaucoup de choses. Mais le problème, il y a aussi l'agence béninoise de sécurité sanitaire alimentaire ou je sais quoi. Mais toutes ces agences créées là, les cadres sont-ils nommés ou bien pour être dans les bureaux ou bien pour aller sur le terrain pour nous aider c'est encore là la question qui se pose. À manger sain. Parce que j'ai soulevé la question du Nigeria hier, par exemple. Regardez le flux de produits qui quittent le Nigeria pour rentrer sur le territoire. C'est énorme. C'est un grand marché qui s'anime. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nos autorités, dans ces agences-là, peuvent nous certifier qu'ils connaissent l'origine de ces produits? Parce qu'un produit, ça appelle la traçabilité. Dans quelle usine ça a été fabriqué? En quelle année ça a été fabriqué? Mais Laurent, nous avons des autorités compétentes qui sont quand même habilitées à jouer ce rôle. Je n'ai pas dit qu'on a des gens incompétents. J'ai bien dit qu'ils sont dans les bureaux, il faut qu'ils descendent sur le terrain. Il y a une nuance à faire là. D'accord. Je veux bien croire qu'ils sont très compétents. Mais je vais les voir. Vous les appeler officiellement à aller sur le terrain. Parce que quand vous prenez un produit,
Je prends de lait. Écoutez, dans les cafétérias, bon, je rappelle encore, chez les dialogues. Laurent, attention. Mais... Chez les dialogues où nous consommons régulièrement du café au lait. Vous consommez régulièrement. Ou bien comment vous appelez, où nous prenons du lait caillé, on dit, mais encore de lait. Lait sans lait de sang. Arrêtez de faire la fine bouche, vous consommez régulièrement. Donc, on dit, le lait caillé, mais encore du lait, mais encore du lait. Mais il y a des laits. Vous voyez, moi j'en ai pris il y a à peine 4 jours. Ah mais ça c'est vous, ça c'est vous. Non, on a sorti la boîte, j'ai regardé le nom, mais encore moi j'en avais vu ça sur le territoire national. Mais quelle est la composition de ce lait? Ça vient d'où? Parce qu'on connaît certains laits quand même dont les gens ont le courage de faire la publicité. Mais il y a des laits que vous voyez sur le marché, mais quand vous vendez dans les cafés, là, mais bizarrement, jamais les gens n'ont le courage de faire la publicité. Mais il y a un problème. Donc, je crois que ce sont ces cadres-là qui doivent nous aider pour nous sauver de cette situation. Parce que difficilement, nous cherchons déjà l'argent. Les petites maladies dont vous souffrez aujourd'hui, diabète en un point fini, ou après insuffisance rénale, l'hypertension, tout ça là, vous pensez que c'est anodin? Il y a aussi ces produits-là qui jouent un rôle considérable. Je crois que l'interview que j'ai réalisée avec le docteur Gandhi, il a dit la consommation, ce que nous consommons aujourd'hui. C'est ça qui nous tue. Mais écoutez, donc je pense que véritablement, le chef de l'État doit pouvoir rappeler alors le ministre du Commerce, le ministre de l'Agriculture et le ministre de la Santé. Ces 3 ministères sont concernés. C'est très important. Pour que les cadres, pardon, on les supplie ce matin. Leur responsabilité. Ils n'ont qu'à commencer le combat par... Ils sont payés pour ça. Oui, ils n'ont qu'à commencer le combat par partir de semen craqués. Les produits qui rentrent par là. Ah bon, vous leur donnez déjà même les pistes? Oui, mais il y a semen craqués, il y a OOD. Il y a, comment vous appelez, la frontière au niveau du plateau là-bas. Donc il y a OOD du côté de Djegbé là, il y a semen craqués de l'autre côté. Il y a beaucoup de frontières du côté de ce côté-là où les produits rentrent en quantité. Et nous les avons tous les jours. Hein. Nous consommons ça. Et puis après, bon, nos épouses également, parfois, nous servent des boîtes de conserve à proprement parler. Parce que parfois, quand on prend du moyo aussi à côté. Il y a certains qui l'ont interdit dans le foyer. Non, mais attendez, moi, parfois. Moi, ça se passe pas chez moi, vous savez ce qui donne parfois du goût au moyo qu'on mange au bord de la voie? Non. Quand ils finissent de faire la tomate fraîche, ils mettent tout là. Ils mettent un peu de tomate en boîte dedans. Et ça a un goût façon là. Non, je parle en connaissance. Je suis un bon cuistot, hein, en réalité. Je parle, demandez aux posés. Il y a, quand ils finissent avec la tomate fraîche après, la tomate en boîte là, ils mettent une quantité dedans. Et ça a une odeur assez agréable. Bon, sachant très bien que les conséquences ne sont pas pour autant agréables à proprement parler. Donc, vous êtes l'une des victimes, par exemple, de... Je suis l'une des victimes, oui, malheureusement, direct ou indirect, conscient ou inconscient, pardon. Donc, je crois que véritablement, tous ceux qui nous suivent doivent pouvoir davantage faire attention à ce qu'ils consomment, mais les autorités ont le devoir de préserver notre santé. Parce que oui, évidemment, quand on arrive à voir des gens malades, en difficulté, et que ça ne marche pas... Ça pose un problème. Ça pose un problème. Il va falloir que... Et puis, maintenant, si l'État ne joue pas son rôle, il revient à chacun aussi de faire attention chez lui. Écoutez, et en cela, je voulais interpeller nos épouses. Parce que parfois, il y a des gens qui disent, je ne veux pas tomate, je ne veux pas cube. Et maman demande aux enfants d'acheter cube et on met ça sous le paille. Et on met dans la nourriture. Maintenant, papa mange, c'est tellement doux, mais il ignore que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qu'on a mis dans la sauce. Je voudrais aussi interpeller les épouses dans les maisons pour dire, dès lors que le monsieur dit, je ne veux pas de cube, essayez de faire l'effort de changer ça. Quand il dit, je ne veux pas de tomate en boîte, faites l'effort. C'est vrai qu'elles ont le souci de bien faire pour que le monsieur mange bien et ne soit pas tenté d'aller manger dehors. Mais attention. Mais il y a certaines même qui poussent le bouchon très loin. Moi, j'ai vu une fois, le monsieur il était dans le foyer et moi, j'étais très proche, on va dire, de la mère de foyer qui est une parente. Et le monsieur dit non au cube. Il dit il n'en veut pas. Il est strict. Voilà. Mais la dame estime que non, c'est peut-être l'excès qui est dangereux, mais elle a sa conviction par rapport au choses. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Au moment de la préparation, le monsieur ne voit jamais de cube. C'est au moment de moudre les condiments que le cube est inséré. Vous voyez un peu? Donc, il voit la tomate fraîche comme ça. On verse dedans, on met tout. Alors que au moment de moudre, avec la moulinette, on a déjà mis le cube dedans. Et le monsieur, bon, lui, il dit, bon, désormais, chez moi, il n'y a plus de cube. Voilà. Alors que ces petites choses-là, le glutamate, ces choses-là que nous consommons, c'est ça qui fait qu'on a toutes ces maladies dont Laurent parlait, dans la fleur de l'âge. À 40, 50 ans, tu vois des gens déjà, la main tremble, on a tout. Ce qui ne se passait pas. Regardez les personnes qui sont autour de vous, qui sont mortes. Oui, cette année, dans les rangs des journalistes, oui. Et c'est justement là où la précarité sévit, que
on a ces choses à parler. C'est là où il y a la précarité, qu'on s'adonne rapidement à ces jeunes produits. Voilà. Et c'est là où il y a la précarité qu'on va manger également au bord de la voie sans faire très attention. Je ne pense pas que la précarité ne peut pas vous amener à le vous tuer. Oui, il faut le pauvre doit pouvoir savoir utiliser les manières dont les produits dont il dispose pour sa santé. Si vous êtes pauvre, c'est juste quelque chose de caricatural que je disais. Si vous êtes pauvre, que vous allez acheter tout le temps des produits de mauvaise... Et justement, parce que malheureusement, c'est une mauvaise compréhension que nous avons. Quand on dit... Et vous allez voir, on est en août, déjà début novembre, vous allez voir... Et il y a Banjo, attends, les canettes en boisson, et puis tu vas dire ton... Parce qu'on est sûr que dans quelques jours, ça va se périmer. Ou bien même quelquefois, on a essuyé, même, on a nettoyé l'étiquette pour mettre de nouvelles dates dessus. Je voudrais, puisque vous parlez d'étiquette, merci beaucoup. Je voudrais aussi interpeller les autorités à descendre dans les supermarchés. Parce que là aussi... On a fait ce débat là. Oui, j'en avais parlé, mais je le répète ce matin. Les produits dans certains supermarchés, la date d'expiration est déjà là. Mais on pense que les supermarchés sont des références, souvent. Mon vieux, attention. Il faut faire attention. Les gens enlèvent les étiquettes de base et vont imprimer de nouvelles étiquettes avec de nouvelles dates. Ils affichent là-dessus. Dis donc. Non, mais ça se fait. Ça veut dire quoi? Le produit, dès lors que le produit entre sur le territoire national, on connaît l'emballage. On a une image de l'emballage. Parce que les gens sont tellement ingénieux, et j'en ai vu une fois quand même, reconditionner dans d'autres emballages et la date d'expiration est changée. Donc, si un produit vient sur le territoire national, on doit pouvoir être suffisamment assez attentif pour faire la photo de l'image, de l'emballage de départ. Et après, on va dans les supermarchés, on vérifie également. C'est inséré sur le marché, aller faire la vérification. Parce que, justement aussi, parce que nous ne faisons pas, nous en tant que consommateurs aussi, nous ne faisons pas la traçabilité. Parce qu'en réalité, si j'achète un produit, je dois pouvoir, en réalité, et ça revient à l'État aussi de faire un travail. Parce que quand je prends un produit comme ça, je cherche avec le code QR également. Ça me permet de me référer à la direction qui fait le contrôle, qui certifie que ce produit est rentré sur le territoire national à telle date et que ça a été fabriqué dans telle usine. Il y a des produits qui sont là, vous mettez, vous scannez le code QR, vous on a la traçabilité. Même la composition. Mais il y a des produits, pardon, on ne connaît rien de tout ça. Il n'y a même pas le code QR, il n'y a rien. Et vous allez consommer tout simplement. Mais est-ce que nous avons le temps de faire tout ça, Roland? Voilà, si nous aspirons au développement et que le Bénin est davantage en chantier, ça fait partie des choses parce que quand nous faisons des infrastructures, c'est pour que les gens y vivent. Donc en réalité, ça doit accompagner l'ordre normal des choses. Si on fait autant d'efforts, on investit autant de choses dans les infrastructures, dans les réalisations. Je crois que le capital humain, et c'est ce qu'on a toujours dit, le capital humain doit accompagner. Il faut quand même comprendre les dispositions. Il faut comprendre les dispositions pour que l'homme se sente davantage en sécurité et en santé. De la même manière qu'on fait du développement sur le plan infrastructurel, quelque chose de plutôt harmonisé, homogénéisé sur le plan du territoire national, c'est-à-dire sur toute l'étendue du territoire national. On voit que c'est toutes les villes qui reçoivent donc des infrastructures. Il faudrait que sur le plan des secteurs aussi, de tous les autres secteurs de notre société, que le développement aussi puisse aller donc de manière très harmonieuse également. Et donc c'est là où il doit attirer l'attention. Par exemple, vous parlez de traçabilité. C'est bien compliqué la traçabilité chez nous, avec la porosité de nos frontières dont vous avez parlé. C'est malheureux. Ça là par exemple, c'est quelque chose qui doit attirer l'attention de nos autorités. On sait que par rapport au Nigeria, nous devons véritablement équiper. Non mais laissez, par rapport à l'Est, on sait que par rapport à l'Est, il y a beaucoup de choses qui rentrent au Bénin sans que l'autorité n'en sache quoi que ce soit. Donc, à partir de cet instant, il faut mettre, de la même manière qu'on met, par exemple, sur les impôts, on est plutôt vigilant, on est plutôt rigoureux. Oui. Il faudrait qu'on arrive à cela également. Moi, je pense... le bien-être de la population, c'est très important. Pour notre santé, les laits dont il parle là, moi, quelquefois, je lis la composition, mais... Vous savez qu'à la base, moi, je suis biochimiste. Mais comme vous lisez... Voilà, j'ai fait de la biologie moléculaire. Donc, quand je lis quelquefois, je souris, moi, tout seul. Ah bon? Oui, parce que je vois à peu près la concentration de lait naturel qui est dedans, la concentration de sucre, la concentration de lécithine, de soja qui est dedans. Tu te dis, mais Seigneur Dieu, mais qu'est-ce que nous bouffons? Qu'est-ce que nous bouffons? Et c'est là où moi, depuis un moment, je me dis,
tout le monde devrait aller plutôt dans du lait, et comment on dit ça, du lait frais. C'est-à-dire de type Bridel. Je n'ai pas envie de dire Bridel parce que c'est une marque. Voilà, du lait de type Bridel, c'est-à-dire du lait non concentré. Voilà, là, on est plutôt sûr que c'est du lait de vache direct, bien, comment on appelle, bien pasteurisé, il n'y a pas de microbes. Et puis là, on peut y aller. C'est encore mieux. Parce que c'est lait concentré que nous buvons. Je vous assure, quelquefois, même 30% de lait n'est pas dedans. Allez vérifier, vous allez être surpris. C'est incroyable. C'est rien que du soja. C'est pas que du soja. Il y a aussi même c'est de la lécithine fabriquée au laboratoire. Ce n'est même pas. Il y a l'amidon du manioc. Voilà, ce n'est même pas même le vrai soja qu'on a. Donc, la population en consomme énormément. On en raffole. Surtout nos enfants. On en raffole, oui, surtout nos enfants. Mais bon, moi malheureusement depuis un moment j'ai saisi ça parce que moi-même sur mon organisme j'ai senti que le lait en poudre ça cause de problèmes. Mais oui, des flatulences. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer. Oui. Mais au niveau du ventre, tu as des ballonnements, voilà, des ballonnements un peu bizarres. Et puis après, tu risques d'indisposer les enfants, madame à la maison, parce que bon, à tout moment, voilà, les gaz. Mais ma question, Oumar Diandjou, est-ce qu'on doit s'arrêter à juste une suspension de ces produits? Non. Est-ce qu'on ne doit pas poursuivre les intéressés? Est-ce que l'État ne doit pas aller beaucoup plus en profondeur? Bon, je pense que c'est dans le pays d'origine, le pays où c'est fabriqué. Ça doit être le Ghana, je crois. Si c'est là-bas, c'est là où on doit, les autorités là-bas doivent prendre leur responsabilité et poursuivre les gens. Maintenant, sur le plan local ici, celui qui je vous avais dit qu'il y a deux cas en réalité. Si au départ, le produit était de bonne qualité, et que les autorités béninoises l'avaient contrôlé par exemple, et attestent que ce produit au départ était de bonne qualité, là, il n'y a pas de problème. Et que c'est en cours donc, de chemin, si on peut s'exprimer ainsi, c'est après, bien après, que l'on constate les dérives. Voilà, il y a des choses qui sont plus très bonnes dans ce produit. C'est à partir de ce moment-là qu'on doit agir. Et je pense que les autorités dans le pays d'origine doivent pouvoir agir. Et ça, c'est de leur responsabilité. Ce n'est pas à nous d'aller poursuivre des gens ailleurs. C'est si jamais un importateur continue, malgré l'interdiction des autorités béninoises, de faire entrer ce produit-là sur notre territoire, que nos autorités maintenant devront donc pouvoir punir celui-là. Ou bien on dit enlever ces produits-là du marché, ou vous faites finalement de la contrefaçon, vous changez peut-être des emballages. Là, on va punir les gens. Là, c'est autre chose. C'est vrai qu'ils vont perdre. C'est le risque aussi. Ils vont perdre. Je ne sais pas s'il y a un moyen de pouvoir les dédommager. Je ne sais pas si c'est possible, mais c'est les risques. Il y a des avions qui vont, qui tombent, il y a des choses. Il y a des risques dans la vie. C'est arrivé. Il faut préserver au moins tous ceux qui restent. Tous ceux qui restent, oui. Parce que nous avons encore la chance d'être là. C'est pourquoi on demande aux commerçants d'aller assurer leur marchandise. C'est important aussi. Voilà. Si vous assurez votre marchandise, en réalité, dans de telles circonstances, en réalité, l'assurance doit pouvoir voler à votre secours. Voilà. Mais si vous n'assurez rien qu'après, et si ça doit tuer, entre tuer les gens et vous vous enrichissez ou pas, il faut quand même finir, décider. Et décider, c'est sauver les gens. Et vous pouvez avoir des problèmes. Moi, j'estime véritablement que tout commerçant qui doit acheter un produit doit pouvoir chercher à savoir contrôler. Parce que le plus souvent, si vous permettez, il y a beaucoup de produits qui viennent sur le territoire et ces produits-là, c'est peut-être proche de la date d'expiration. Et les gens, et c'est pour ça que les gens parfois ont raison de nous traiter de tous les noms, parce que nous aimons tellement les soldes que nous achetons les produits à vil prix et nous venons les vendre cher. C'est moins cher. Oui, c'est très moins cher. Vous voyez les conserves débarquer à n'importe point fini, les sardines, les corned-beef et autres là, les biscuits. Et puis après, vous vous rendez compte qu'en réalité, ça va déjà dans 2 semaines, 3 semaines, c'est pas bon. Ailleurs, c'est la banque alimentaire qui réceptionne ces produits proches de la date d'expiration et va donner à des personnes qui sont dans le besoin plutôt que de les vendre. Plutôt que de les vendre. Et c'est mieux ainsi parce que ceux-là sont dans le besoin, ils vont les consommer immédiatement. Ils vont consommer en même temps. Voilà. Mais la date, voilà et tout. Parfois, vous allez les prendre et les mettre au frigo, parfois même c'est jeté. Et nos frères et sœurs vont ramasser ça. Et encore les il faut dire la vérité. C'est vrai, c'est parfois c'est jeté. Non, mais c'est une vérité. Ils vont fouiller les poubelles, ils ramassent ça, ils viennent vendre ça ici. Bien sûr, c'est pas bon. Il faut avoir un regard beaucoup plus... Je pose la même question, Laurent. Est-ce qu'on doit s'arrêter juste à l'interdiction à cette Non, écoutez, on ne peut pas... Quelqu'un qui allait acheter, ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il n'a pas peut-être eu la présence d'esprit de contrôler, dessus de la composition du produit. Donc oui, évidemment. Maintenant, si on interdit et que les gens continuent de vendre, voilà, on peut les sanctionner. Et je crois que quand on va commencer par sanctionner des gens qui vendent des produits, ça va attirer l'attention dans ce pays où, vous rappelez, arrivé dans ce pays où les gens ont importé des œufs.
et qui n'était pas bon pour la consommation. Vous voyez, donc il y a tellement de choses qui circulent. Donc, je pense que quand on interdit l'utilisation d'un produit et que les gens continuent de le faire, il va falloir siffler la fin de la récréation. Et ça, le Ghana a bien fait de sanctionner un produit. Et le Togo aussi, j'ai lu. Oui, j'avais dit au départ que oui, le Togo est rentré dans la danse, mais déjà, le Ghana fait bien d'interdire un produit qui est, en tout cas, un produit fabriqué sur son territoire. C'est pareil pour nous aussi ici. Tous les jours, nous prenons du whisky, un peu de tout, et nous savons que Sobradia nous fournit autant de boissons. Et évidemment, quand les gens en cérémonie, ils préfèrent aller prendre du martini de 3500 au lieu de 5500, on prend moins cher. J'étais surpris à une cérémonie quand on a fait une boisson à un monsieur, il regarde la monsieur, vous prenez des boissons frelatées ici. Évidemment, il est allé dans sa voiture, il a sorti la meilleure qualité, le même produit. Ça veut dire que quoi? Il y a que tous les jours, nous sommes exposés. En réalité, moi je dis une chose, c'est vrai que la traçabilité va être difficile, mais si je vais dans une boutique aujourd'hui et que j'achète, exemple simple, du martini, je dois pouvoir dire à la dame, vous avez acheté ça où? Je peux lui demander ça. Oui, mais non, justement, et c'est pour ça. Non, attention. Attention, parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont des importateurs grossistes de ces produits, de la qualité, pendant que sur notre territoire, des gens font la contrefaçon. Et certains commerçants s'approvisionnent, sont conscients de ce qu'ils vendent, c'est la contrefaçon. Oui. C'est pour ça que c'est dangereux, eux-mêmes le savent. C'est pourquoi je dis que si, c'est pourquoi quand je pose la question comme ça, c'est qu'en même temps, c'est que les services compétents du ministère, de l'État central, soient mis à contribution pour maintenant interpeller la dame. Vous avez acheté ça où? Et si on va vers le grossiste qui est agréé. D'accord? Pour vendre ça, si c'est là-bas il a acheté, on peut être sûr. Parce qu'il y a... Moi, j'ai déjà vu dans un enfin, je ne sais pas si je dois faire la proposition, mais non, pas dans une usine. Quelque part où on vend des liqueurs. Et il y a des contrôles qui se font à ces endroits-là aussi. Vous savez ça? Les gens viennent pour faire des contrôles. Et quand le moment des contrôles arrive, mais écoutez, on déguépille ce qui n'est pas homologué par l'autorité. Parce qu'on est déjà alerté, on sait déjà, on se prépare déjà. Voilà, donc il y a tout. C'est-à-dire que c'est une question d'éducation aussi par rapport aux populations. Et c'est là où je dis, ce que vous avez évoqué comme solution, nous n'avons rien inventé. Les QR codes, tout ce qu'on peut prendre, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, des vignettes qu'on va coller sur les produits pour dire que voilà, c'est certifié par l'État béninois. Il faut que toutes ces choses-là soient mises au point. C'est essentiel. Si on ne le fait pas, on va naviguer. On sera là en train de raconter les mêmes choses. Il faut ces vignettes-là, il faut ces QR codes-là. Et puis, le citoyen lui-même, il y a quelque chose qui est très, très important. Quand vous prenez un produit, essayez de lire un tout petit peu ce qu'il y a sur. Parce que ceux qui fabriquent aussi, il y a un minimum de comment on appelle, d'honnêteté dans leur manière d'être aussi. Ils disent réellement ce qu'il y a dans leurs produits pour la plupart. Ils vous disent, ok, le lait là, c'est seulement 15%. Le vrai lait, c'est 15%. Donc quand tu vois déjà, il faut savoir que ça là, c'est pas bon pour toi. C'est rien que des produits chimiques fabriqués au laboratoire. Il faut pas... C'est le moins cher, c'est justement ça le problème. Tout le monde... Tu es habitué. On t'a élevé avec de la pâte, de la cassa, un peu de haricot, de l'igname, de la patate douce, du taro. Qui t'ont fait grandir et tu es bien fort comme ça. Mais parce que désormais, bon, tu arrives quand même à Cotonou. Au village. À rouler ton zème à Cotonou et tu arrives à voir que, bon, mais écoutez, il y a des gens aussi qui prennent du lait, qui prennent tout ça. Moi aussi, je vais prendre du lait. Et finalement, tu t'empoisonnes avec des choses qui n'ont pas de sens. Quand vous allez dans la partie septentrionale du Bénin, les matins, on est tous concernés. Le matin, c'est de la bouillie avec un peu de gingembre et du gâteau d'haricot. Les matins. Au sud du Bénin, dans la région, font le plus souvent, c'est de la cassa avec du gâteau d'haricot le matin, avec un peu de piment rouge. C'était très bon. Mais puisqu'on est venu à Cotonou, moi-même y compris, parce que à Lada, ma grand-mère me donnait ça tous les jours, pratiquement, du cassa avec du gâteau d'haricot. Mais une fois à Cotonou, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre du thé, du café au lait, avec omelette, et omelette dans omelette, on te met suffisamment de cubes. Donc, il y a tellement de choses. Oui, alors qu'en réalité, on a encore le maïs disponible, on a le niébé disponible. On a toutes ces choses-là qui sont donc, en réalité, retournons peut-être à nos habitudes. Écoutez, allez dans certains pays d'Asie, ils n'ont jamais changé leur manière, leur habitude culinaire, en tout cas, depuis des années.
Là, vous ouvrez un autre débat. Et là, quand il dit vous ouvrez un autre débat, regardez, mais c'est sur même... Oui, il faut aller à l'école. C'est sur le plan même des mentalités chez eux. C'est des peuples qui sont d'une résilience incroyable et d'une fierté, mais au-dessus de la norme, je vais dire. Regardez un peu comment nous on a été colonisés. Même nos religions, on nous les a arrachées. Excusez-moi, je suis moi-même musulman. Musulman, moi-même, religion importée. Musulman est fier de le dire. Oui. Mais malgré ça, je comprends ces gens-là. Regardez les Japonais. Quelle religion? Mais vous allez imposer une religion à un Japonais, c'est la religion de ses ancêtres. Regardez les Indiens, les Hindous. Donc, quand vous prenez ces peuples-là, moi, je pense que sur le plan de, comment on appelle, de la fierté, on a beaucoup de choses à copier chez eux. Sur le plan de la mentalité, il y a beaucoup de choses à copier chez eux. C'est pourquoi je disais que c'est vraiment une brèche que vous ouvrez. Et ces gens-là sont complètement à part. Ils n'ont rien abandonné. Les Chinois, excusez-moi de dire les Chinois, mais ils mangent ce qu'ils veulent. Et ils n'en ont pas honte. Ils mangent des cafards, ils mangent des souris, ils mangent tout, mais ils le montrent à la face du monde. Mais écoutez, devant vous comme ça, ils le cuisinent et tout le temps sur les réseaux sociaux. Et on le regarde, voilà. Alors que pendant ce temps, chez nous, sur les réseaux sociaux, c'est autre chose qu'on montre, tout ce qu'on a importé des autres. Voilà. Et nous pensons que c'est ça, bon, l'essentiel. Pendant ce temps, d'autres continuent de faire ce que les ancêtres. C'est qu'est-ce vous faites autant. Il y a un téléspectateur qui dit que s'il lui doit faire d'autres et qu'il doit aller, Laurent laisse ça faire. S'il doit faire d'autres et qu'il doit aller dans le supermarché, je ne vais pas citer le supermarché, où les boissons sont chères, je peux faire aller chez le Dadien. Allez, merci beaucoup. C'est la Omar, allez, nous allons passer. Vous voyez un peu l'histoire. Omar, Laurent, nous allons passer à un second sujet, électrification à Sommet, la non-ouverture des voies plombe le démarrage des travaux. Vous connaissez Sommet, Laurent Tonekes? Sommet, c'est connu. Sommet, il y a le cimetière quand même là-bas qui est une référence. Et Sommet, c'est chez Publio Barreau que nous aimons si tant. D'accord, ça c'est une petite parenthèse. Oui, donc Sommet, pour ceux qui ne connaissent pas Sommet, c'est Carrefour à Sorsa, après le marché de Toba. Vous bifurquez à gauche. Et c'est là-bas. Le côté droit, ça vous amène à Gualand. Merci beaucoup, Laurent. Alors, les travaux bloquent les travaux d'électrification dans cette zone. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, à moins de 40 km de Cotonou, il y a un problème. Pour un gouvernement qui a fait autant d'efforts pour l'électricité, je crois qu'il faut régler ces détails-là. Et c'est pour ça que la question de lotissement, de recasement de la commune d'Abou-Ekravi est capitale. Parce que quand on a vu l'ESMIN s'appelant descendre à Glodjigbe pour la question de l'électrification, le problème qui s'était posé, c'était la question du lotissement. Et la nouvelle chef d'arrondissement avait quand même dit que oui, le lotissement sera son cheval de bataille. Bataille devrait travailler à régler ça pour qu'on puisse ouvrir. Puisque quand vous regardez la zone de l'Omeye consort, c'est une zone où il y a une forte densité, mais malheureusement, vous continuez de voir les toiles d'arrêt. Il y a quelques jours, j'évoquais la question, par exemple, de l'eau. Pour dire que dans la Zopa, il n'y a pas de l'eau. Je voyais vu un internet s'en prendre à moi pour dire que non, c'est faux qu'il est dans la Zopa. Je continue de dire, si les gens veulent, ils n'ont qu'à venir avec la caméra micro, on descendra dans la Zopa. On va vous montrer que dans la Zopa, Carrefour à Conville, le Chic, l'hôpital de zone, derrière l'hôpital de zone, les gens, à ce niveau, au lieu que la SONEB aille quand même mettre en place le dispositif pour que les gens aient de facilité à avoir l'eau, il n'y a pas ça. Donc les gens n'ont pas l'eau potable. Toutes les maisons sont alimentées malheureusement, et vous connaissez quelqu'un très bien, qui chez lui il est là depuis plus de 5 ans, mais il est obligé d'utiliser les tanks parce qu'il n'y a pas l'eau potable qui passe par là. Il n'a pas le choix d'ailleurs. Voilà, donc il y a cette difficulté-là. Donc question d'électrification, il faut véritablement que oui, la mairie prenne ses responsabilités pour ouvrir les voies, parce que sans ouverture de voies, on ne peut pas mettre des poteaux. Et ce qui fait que les gens sont obligés d'aller prendre des 10, 15 compteurs dans une maison, et les toiles d'araignée à n'en point fini. Évidemment, c'est des situations qui peuvent créer des incendies, beaucoup d'électrocution, par exemple, dans les localités. Il faut que, à 40 km de Cotonou, qu'on réfléchisse, et notamment que l'État central interpelle les autorités locales et qu'elles fassent ce qu'elles doivent faire, notamment lotissement, recasement, ouverture des voies, et pour faciliter la tâche à la SPDG. Parce que vous voyez, même dans certaines localités, il y a des poteaux qui sont déjà là depuis plus de 5 ans. Il y a des poteaux qui sont là depuis plus de 5 ans. Et malheureusement,
parce que les autorités locales n'ont pas fait leur travail, les autres ont des difficultés à tirer le fil. Et donc, ce n'est pas une question de l'État central seul, c'est une question des autorités locales. Et il faut aussi que la SB2E aussi, à un moment donné, monte au créneau pour dire les difficultés auxquelles elle est confrontée dans certaines localités, parce qu'à proprement parler, quand vous allez ouvrir la ligne maintenant, je pense que, et on a déjà entendu ça sur le plateau, les gens de Alomé s'en prennent à la SB2E, alors qu'en réalité, les autorités locales avaient leurs responsabilités à jouer, leur devoir à accomplir, et après, ça va faciliter la tâche à la SB2E. Autant de choses. Puis s'il y a la disponibilité de l'électricité aujourd'hui, c'est vrai qu'à proprement parler, ce n'est pas encore ça, mais au moins on peut se targuer de ce que... Puisque si les gens arrivent à avoir le courant avec les toiles d'araignée, avec les compteurs qui sont à 2 km, 3 km, ça veut dire qu'il y a l'électricité disponible. Donc il faut juste maintenant arranger les choses se passent normalement et qu'on ait des infrastructures. Étendre le réseau. Oui, étendre le réseau. Merci. Omar Diandjou, oui. Oui, moi je suis complètement d'accord avec Laurent sur ce point. On veut faire de nos grandes villes la vitrine du pays. Il n'est pas intéressant que juste à la périphérie de ces villes-là, qu'on soit déjà plongé dans le noir. Quand on parle d'abord de Calavi, on voit les logements sociaux. Mais écoutez, les logements sociaux, c'est à 2-3 encablures de sommet dont on parle. Oui, passez pas derrière le cimetière, vous tombez sur le toit. Donc, le fait qu'il y a déjà les logements sociaux dans ces endroits-là, ça va faire quoi? Ça va attirer du monde dans toute cette localité-là, de Sommet, Haïtidji, tous ces endroits qui sont autour des logements sociaux de Ouedo. Donc, à partir de cet instant, les autorités doivent comprendre que, attention, il faut donc étendre le réseau d'électrification afin que tout le monde puisse avoir l'électricité. Et je disais tantôt qu'on veut faire de nos grandes villes la vitrine du pays. Quand le visiteur, le touriste arrive dans nos grandes villes, et nos contacts, c'est avec nous qu'il est en contact. C'est avec nous, les Béninois, qui travaillons justement dans ces grandes villes-là. Mais nous, là, on dort où? On ne dort pas dans les administrations à Cotonou, dans les bureaux à Cotonou. On ne dort pas dans les grands hôtels de Cotonou. On ne dort pas dans notre bel aéroport de Cotonou. Non. On a nos domiciles qui sont justement dans les périphéries. Donc, de Cotonou. Quelquefois, ces visiteurs-là voudront quand même peut-être nous suivre pour aller dans ces endroits-là. Vous voyez, finalement, le visiteur va se dire, mais attention, est-ce que Cotonou, ce n'est pas finalement de la poudre aux yeux? Donc, vous voyez, non, pour ne pas qu'on soit à ce niveau, parce que les autorités font beaucoup de force sur le plan infrastructurel. Moi, je suis émerveillé, je suis même séduit, et rien que par mes analyses ici, il y a des gens même quelquefois qui m'attaquent parce que je suis séduit par ça. Mais quand il y a les vérités de ce genre aussi, il faut pouvoir le dire. Donc, il faut faire très attention. C'est vrai que envoyer du courant aux populations, c'est tout un processus et ce n'est pas 2-3 sous, ce n'est pas du bonbon qu'on veut acheter. Vous êtes d'accord avec moi? C'est beaucoup d'investissements, je suis complètement d'accord. Et donc, il y a beaucoup de travaux qui sont préalables qu'on doit pouvoir faire. On a parlé de lotissement, on a parlé des voies, parce qu'il ne sert à rien de faire passer l'électricité et 2-3 mois après, on se rend compte que non, la route doit continuer et qu'on doit tout casser. Donc, il y a tous ces préalables-là qui doivent être faits. Donc, si ça bloque à un niveau, au point où les populations en parlent, ça veut dire qu'il faut quand même agir. Et là, nos confrères de Nassara, oui, le confrère de Nassara ont affiché la photo du maire d'Abou Kalavi. Peut-être qu'on interpelle. Voilà. C'est clair. Si on prend sa photo pour illustrer un article, c'est juste parce qu'on veut l'interpeller. Nous sommes tous journalistes. Oui, la sémiologie, on l'a tous appris. Voilà. Donc, ils sont en train de l'interpeller, lui, comme ça. Et donc, il faut qu'il agissent, il faut que les autorités sur le plan local agissent. Ce qui est de leur ressort, il faut pouvoir le faire. Et si ce qui restera, voilà, que chacun joue sa partition. S'il y a quelque chose qui est de l'État, du ressort de l'État central, que l'État central aussi prenne les choses en main. Parce que ce gouvernement, ce que moi j'ai remarqué, il y a beaucoup de rigueur, il y a beaucoup de sérieux. Il y a très peu d'éléphants blancs parce que tout simplement, on boucle peut-être tous les financements avant que les choses ne se fassent. On boucle tout ce qu'il y a comme, dit, préalable à faire avant donc de mettre les choses en place. Donc ça aussi, ça peut être finalement l'autre revers de médaille qu'on a par rapport donc à ces localités où on attend coûte que la voie soit complètement finie, livrée avant. Voilà. Donc c'est peut-être toute cette rigueur-là aussi qui fait que peut-être on est dans ces cas-là. Donc il faut agir au plus tôt parce que ceux qui vivent là-bas, je le dis et je le répète, c'est les gens qui travaillent à Cotonou. Tout à fait. Donc ils ont besoin d'électricité. Oui.
Et l'image, étant donné qu'ils ont besoin d'électricité, ils vont en tirer par leurs propres moyens. Et l'image que ça va donner de ces localités-là, c'est pas très beau. Alors qu'on a combien? On est à peut-être 30-40 minutes de Cotonou, où le visiteur peut dire, ah non, je vais chez mon ami Laurent, je vais chez mon ami Arthur, je vais voir Oumar rapidement. Et c'est là qu'on se rend compte que non. En réalité, la réalité était... Entre comment on appelle, le boulevard de la Marina et Sommet, c'est deux mondes différents. Donc il faut quand même essayer déjà de voir. On ne peut pas tout faire du jour au lendemain, mais il faut avoir cela à l'esprit également. Travailler dans le sens d'harmoniser un peu quand même tout sur le plan infrastructurel, sur le plan de l'électricité, de l'eau, ainsi de suite. Sinon, comment imaginez-vous que des gens qui sont à Papa puissent souffrir pendant toutes ces années-là d'eau, par exemple? Et continue d'ailleurs de souffrir. Déjà que le tronçon Godomé-Mississippi dans le Noir, c'était un problème pour la population. Voilà, ça aussi c'est un souci. Et interpeller le maire de la commune d'Aboukave, c'est à point nommé. Pourquoi? Parce que oui, c'est pas au ministère du cadre de vie tout qui est même suffisamment chargé maintenant, avec trois portefeuilles qui viendra ouvrir les voies à Aboukave. Ça, c'est du registre de la commune d'Aboukave. Et j'interpelle également... Vous arrivez à nous faire rire ce matin. J'interpelle également le CA de Togba, Pierre Béon également, qui doit pouvoir aussi faire un travail. En tout cas, même si ça traîne, il faut faire très vite. Parce que quand vous passez par le sommet derrière le cimetière, vous joignez facilement comment vous appelez les logements sociaux. Les logements sociaux également. Et donc, il n'y a pas de grande distance entre les deux localités, Ouedo et cette partie de Togba. Il faut véritablement le faire. Et puis, ce que je voulais rappeler aussi, c'est que parfois, parce qu'on a dit ouverture de voies, il y a des gens qui ont eu des domaines qui se retrouvent au niveau des voies véritablement et qui peut-être peuvent continuer à s'installer. Autant le faire vite maintenant pour ne pas en arriver à avoir beaucoup de personnes qui seront à dédommager ou bien qui vont se plaindre de ce qu'on a. Parce que ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème parce que plus, et c'est vrai aussi, les populations aussi parfois s'entêtent, parfois on sait très bien que c'est la voie qui se passe par là, on les a informés depuis, mais ils vont s'entêter pour aller s'installer. Sauf que si on le fait très vite, on va empêcher ces dégâts-là après pour que les gens arrivent à les décrier fortement. Il faut que le maire et les conseils communaux, notamment le CA de Togba, prennent leurs responsabilités pour aller très vite parce que oui, évidemment, ça va être aussi un point, ça va être à l'actif de leur mandat. Ils sont en train de faire pratiquement 6 ans. Et là, d'ici là, nous allons faire le bilan. Oui, justement, donc, et c'est ça qui compte pour eux, même si les SE aussi ont eu le droit à gérer un peu avec eux. Vous voulez ouvrir une parenthèse? Non, vous avez parlé tout à l'heure des populations qui s'entêtent. Moi, je ne pense pas que ce soit de l'entêtement. Moi, je pense que c'est la priorité de la population qui doit être la priorité des autorités. On connaît les priorités du Béninois. Le Béninois, dès qu'il travaille ses premiers sous, peut-être, c'est vrai, tout de suite, comme Arthur, il va investir dans son propre développement, essayer un peu d'avoir le doctorat dont il rêve depuis plusieurs années. Oui, et ça, après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est le carré qui suit. Ah, oui. Et on a envie de lâcher rapidement cette histoire de loyer à payer, 30 000 par mois à quelqu'un. Devenir propriétaire. Voilà. Donc, devenir propriétaire de sa propre maison. Ça, c'est l'une des priorités des Béninois. Donc, à partir de cet instant, les autorités doivent l'avoir également en priorité et savoir que, attention, les gens ne vont pas hésiter. Surtout dans les périphéries des grandes villes. Parce que c'est dans les grandes villes qu'on travaille, on gagne de l'argent pour aller rapidement acheter son petit carré et pouvoir se rendre rapidement au boulot. Donc, c'est dans ces périphéries-là. Il faut vite faire. Il faut, je ne sais pas moi, tout ce qu'il y a comme travail de cadastre à faire, et tout ce qu'il y a comme lotissement, tout ce qu'il y a comme, je ne sais pas moi, route. Il faut que nous puissions nous mobiliser. Voilà, il faut vite se mobiliser par rapport à ces choses-là. Je pense que c'est là aussi les priorités de la population. Il faut les prendre en compte et savoir que, voilà, très rapidement, on doit pouvoir leur permettre de s'installer. Évidemment, je crois que aussi également, puisqu'on a parlé de la chef d'arrondissement de Glo Djigbe, qui évidemment, quand elle était là, elle est arrivée à soulever le problème de lotissement. Nous sommes à quelques kilomètres, si vous voulez, de la GDIZ, où véritablement bientôt les kilomètres, vous dites? Je dis à quelques kilomètres. Quelques mètres, oui, bon, d'accord. Je vais parler. Non, c'est trop parti. C'est trop parti. Pourquoi les gens me disent que j'exagère? Non, nous sommes à quelques mètres. Donc, Glo Djigbe étant à quelques mètres, si vous voulez, c'est sur votre parole que je dis. Les villages sont à quelques mètres, donc de voilà. Quand on regarde ça, de ce joyau que la GDIZ. Il y a des investisseurs en réalité qui auront envie de s'installer dans cette zone-là. Encore que là, bientôt, il y a l'aéroport de Glo Djigbe. Tôt ou tard, ça viendra. Donc, il vaut mieux très vite travailler pour l'électrification, le lotissement et accélérer l'électrification de la zone-là. Ça va permettre aux gens, parce que les gens, regardez le nombre de personnes qui aujourd'hui sont obligées de quitter Cotonou tous les jours. Il y en a qui sont, que vous voyez à Kota, Carrefour, et Kékou, Carrefour à Conville. Donc, alors
Alors que si... Autostop, GDZ, oui. Oui, alors que si... Ils sont pleins. Alors que si dès que tu es sur la voie, ils t'arrêtent. Voilà, si le lotissement est fait, ça va permettre de viabiliser la zone. Les gens peuvent davantage construire des infrastructures, des logements, des maisons à louer et autres là. Ça va permettre à ces travailleurs de ne plus faire de la distance, de s'installer librement. Puisque en l'absence de l'électrification, les gens ont du mal à s'installer, les gens ont du mal à investir et à construire quoi que ce soit. Allez, merci beaucoup à vous. Oumba Adeandjou, vous restez avec nous. Laurent Tonekes, merci. C'est moi.